Bonjour, nous sommes ici à la Maison des Écrivains pour vous recevoir pour l'atelier dialogique avec le professeur Norman Cornett qui a créé la méthode des ateliers dialogiques et j'ai l'opportunité, la reconnaissance de faire partie de cet atelier en tant qu'écrivain. Mon nom est Marthe Thiriot, je suis professeure de philosophie à la Unifiel, mais je suis également poète et peintre. Et mon livre de cendre et d'or est un livre bilingue, français-portugais, qui jumelle la peinture et la poésie. Et je voudrais faire une dédicatoire, une offrande de cet atelier spécial à un professeur, Milton José de Almeida, qui a créé la discipline à la Unicamp, éducation et cinéma, décédé malheureusement, mais qui m'a beaucoup inspirée à travailler les images dans un sens philosophique. On avait avec Milton José de Almeida des cours sur Giotto, les vices et les vertus chez Giotto, et ensuite on regardait le cinéma et on regardait comment on pouvait lire les vices et les vertus dans les différentes images comme Apocalypse Now ou Les yeux bandés, enfin des films assez lourd, et il nous a beaucoup appris. Je pense qu'il sera très présent pendant cet atelier. Merci beaucoup et à très bientôt à l'atelier. Les étapes de la méthode dialogique que j'ai créée et qu'on a suivie hier dans cette exploration créative de l'œuvre de Marthe Thiriot. D'abord, je leur ai remis une feuille. Vous remarquez, aucun titre, alors qu'il y a bel et bien un titre, aucun numéro de page, aucun titre de livre, rien, il n'y avait que les paroles. Et après avoir lu l'écrit, et je disais même pas c'est un poème, je disais l'écrit, ou tout au plus le texte. Là, hier, on est allé en explorant par première étape. J'observe la dimension empirique. Deuxième étape, je pense la dimension cognitive. Troisième étape, je ressens la dimension affective. Quatrième étape, et là on dialogue avec Freud, la subconsciente. Et puis là, elles écrivent tout ce qui leur passe par l'esprit. Cinquième étape, c'était le nominatif, je nomme, de donner un titre, et pourquoi ce titre-là. Et à la toute fin, je leur ai demandé à tous et chacun quelle est la définition de silence selon l'auteur. Or, avant de vous lire, quelqu'un qui a participé et de passer à travers toutes les étapes, est-ce que vous daignerez nous lire à haute voix ce poème? Le silence guéri me confie à moi. Pourquoi? Et à quel silence se réfère-t-il? Peut-être au silence qui s'ouvre sur l'écoute de tout ce qui nous a blessés, écoute qui souffle une réflexion et une mise en voix des causes de ces blessures. Peut-être songe-t-il au silence qui installe la tranquillité autour de nous et rend la détente possible. Peut-être parce que le silence exprime une profondeur que la voix semble parfois impuissante à atteindre. Peut-être qu'il constitue une porte vers notre parole intérieure et qu'à partir d'elle, nous nous comprendrons mieux. L'amour a besoin de voix, la voix éclose du silence. Alors là, je vais lire chaque étape de quelqu'un qui a participé. Allons-y. Très curieux.
Définition, silence, mot qui définit le calme. Écoutez, regardez. Le regard devient plus présent. Les petits sons sortent, deviennent en avant-plan. Les églises se recueillirent. Écoutez le silence. Première étape, j'observe la dimension empirique. 5 paragraphes, 25 lignes, finit toujours par des points d'interrogation, sauf le dernier paragraphe. Jamais plus que 5 mots. Mot silence à tous les paragraphes. Le mot peut-être débute 4 des 5 paragraphes, sauf le premier alors. Phrase pas toujours complet. Pas beaucoup de points, mais doivent être bien placés. On cherche le silence, sa définition par des suppositions. On questionne. Le silence guérit. La phrase qui lance le discours. Nous et tout le monde qui peut vivre le silence ou veut vivre le silence. Le tout se passe quand on vit le silence, quand on l'observe, on l'apprivoise. Texte écrit dans l'action. À la fin de chaque paragraphe, on pose une question, ce qui amène à arrêter la lecture et y réfléchir. Les espaces entre chaque paragraphe, l'espace nous arrête aussi. Les liens débutent par une supposition et finissent par des questions, ce qui nous invite à continuer la lecture. Et à la fin, un point. C'est fini, stop. Tout au long, c'est très entraînant. On cherche une réponse. Au début, on affirme que le silence guérit. On veut connaître pourquoi. Et ça nous entraîne à la lecture, à la découverte de cette affirmation. Deuxième dimension, je pense la dimension cognitive. On suit toujours la même idée, la recherche du silence. Pourquoi avoir pris le moine comme départ pour le texte? C'est restrictif. Comme si on voulait attacher le silence à la méditation, alors que c'est plus grand que ça. Le silence est tout, et dans toutes les heures du jour. Toujours le même procédé. Peut-être la recherche, questionnement, ça ouvre les portes. Recherche de son moi intérieur par le silence. Vouloir comprendre la réflexion de ce moine sont tous les questionnements. Pas juste le silence en son, mais aussi le silence des choses et le silence des idées que l'on tait, que l'on ne dit pas, que l'on enfouit, que l'on ne veut pas ouvrir et écouter. La petite voix intérieure, celle qui nous juge, que l'on ignore. Quatrième étape, la dimension affective. Je ressens. À première vue, le texte amène à vouloir le silence, vouloir l'apprivoiser, écouter le silence, le vivre même. De commencer avec le moine influence notre écriture,
notre lecture. Le poème me semble bien équilibré, très aéré. Les points d'interrogation arrêtent la lecture, amènent à la réflexion. J'aime que l'on évoque toutes sortes de silences qui ne veut pas dire la même chose, mais qui s'appelle toujours silence. Le mot est plein et a plusieurs facettes. J'aime le silence. Je l'apprivoise chaque jour, pas juste dans ma tête, mais aussi dans mes gestes, sans pour autant devenir restrictif. Quatrième dimension, la subconscience. Les points d'interrogation sont disgracieux, gros, trop présents. Le silence, mot très important, feutré. Pas de synonyme, c'est impossible. Un mot, c'est tout. Il y a silencieux aussi. Tout ce que l'on ressent dans le silence, sentiment ou ressentiment. Silence souvent silence que souvent on remplit par des futilités, juste pour ne pas être ou se sentir seul. Souvent perçu comme un vide, un trou noir, l'angoisse. Qu'est-ce que le silence? Sans point d'interrogation. Apprivoiser le silence, c'est aussi se rapprocher de soi, s'écouter et aussi s'entendre. Le silence change de visage, toujours. C'est peut-être pour ça que l'on ne le connaît pas très bien. Il change selon nos états d'âme, les personnes que l'on rencontre ou des sons ambiants. J'entends des oiseaux, du vent dans les feuilles, des arbres, musique légère, déjeuner dans l'herbe ou à l'abri d'un arbre à l'ombre. Je veux faire taire la foule pour pouvoir entendre le silence. Les extrêmes pour pouvoir avoir, vouloir le silence. Quatrième étape, nominative. Je nomme. La personne avait choisi quelques types. D'abord, la recherche du silence. Deuxièmement, où est le silence? Troisièmement, le silence guéri, qui est en réalité le titre. Pourquoi ces titres-là? Le texte amène à trouver le silence, à le chercher dans ce que l'on connaît. Titre, question. Et en dernier, quelle est la définition de l'auteur, du texte, de l'écrit? Silence. Le silence se trouve dans l'amour et l'écoute de soi qui nous amène vers l'autre. Le silence se trouve en soi. Paix. Vivre en accord avec soi-même. Rejeter les petites voix qui nous censurent et nous freinent. Waouh, c'est très très chouette. Je ne sais pas qui c'est, mais je le remercie. Et je pense que je dois quelques explications par rapport à mon vécu personnel. Pourquoi le moine? J'ai enseigné dans une faculté, Mosteiro de São Bento, le monastère de Saint-Benoît, qui a une faculté de philosophie à São Paulo. Et donc, j'enseignais aux moines bénédictins la philo. Et eux ont une pratique de silence. La première chose qu'on apprend en philo, c'est problématiser. Les philosophes sont très mauvais poètes. Vous savez, Hannah Arendt, je suis en train de la lire, puis elle est poète.
je trouve lourd. La poésie, ça demande une certaine légèreté. Et je suis d'accord, ça peut... les points d'interrogation, je vais y réfléchir. Peut-être j'aurais pu mettre des points de suspension. Moi, vous enseignez à des moines. Mais j'ai enseigné, oui. Oui, mais ils étaient dans le silence, donc est-ce qu'ils interagissaient? Alors, justement, mon cours était constructiviste. Ma classe était très, très vivante. Et les classes à côté étaient très silencieuses. C'est-à-dire qu'il y avait le moine là, qui faisait sa classe et tout. Et il y a des moines qui font vœu de silence pour la vie. Oui, c'est ça, c'est la discussion. Hein. C'est pour ça que j'ai amené la question du moine, parce que je m'interroge. Moi, j'ai besoin de parler. Alors, si vous voyez dans le poème, j'ai dit « écoute qui souffle une réflexion et une mise en voix ». Et l'amour a besoin de voix. C'est-à-dire que je ne justifie l'écoute que dans la mesure où elle permet à chacun de prendre sa place, finalement, et de prendre sa parole. La poésie, je vous avoue que c'était une façon de parler plus simplement de problèmes profonds que j'ai parlé dans les mutations, mais je n'avais pas de lecteur. Puis tout d'un coup, avec la poésie, les lecteurs sont apparus. Et parce que c'est plus direct, c'est plus court, c'est plus facile, c'est plus... Mais le silence, c'est presque un quotidien du philosophe. Le problème, c'est la mise en voix. C'est pour ça que j'étais fascinée par l'atelier dialogique, parce que je me suis dit, ils vont se mettre en voix. Et la méthode du professeur Cornette permet la mise en voix. Et je travaille actuellement un texte qui parle de la mise en voix VOX, mise en voix VOIE. Comment on viabilise cette parole, et c'est tout le problème du dialogue. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de mise en voix.